Poutine s'attaquera-t-il à l'OTAN dans les années qui viennent? Écoutez, même le président polonais en parle. J'ai récemment vu des experts allemands qui ont dit que bientôt, peut-être dès 2026 ou 2027, Poutine, en mettant son économie sur un pied de guerre, aura une telle puissance militaire qu'il sera en mesure d'attaquer l'OTAN. Il nous reste 2 ou 3 ans pour augmenter nos efforts, stocker des munitions et produire des armes pour maximiser la sécurité européenne. Il faut se tenir prêt et veiller à ce que l'invasion ne se produise pas. Tout cela doit être fait pour que nous nous battions. Alors, Nivine, de quoi parle précisément le président polonais Andrzej Duda? Alors, il s'agit d'un scénario des services secrets allemands selon lequel Poutine pourrait attaquer l'un des membres de l'OTAN d'ici 2026. Et les Allemands ne sont pas les seuls à le penser puisque ces dernières semaines, les services secrets lituaniens et estoniens ont également publié des rapports dans lesquels ils s'inquiètent d'une éventuelle confrontation entre la Russie et l'OTAN. Et d'après les informations de nos confrères de Business Insider, l'OTAN partage également ses inquiétudes concernant la puissance militaire croissante de la Russie et la poursuite de la confrontation, au point qu'au siège de l'Alliance, la possibilité d'une attaque russe n'est plus discutée de manière aussi abstraite qu'auparavant. Les Allemands, les Estoniens, les Lituaniens, maintenant des membres de la direction de l'OTAN, partagent le même constat. Les Russes sont en train de se préparer à une confrontation majeure. Tous pointent du doigt plusieurs signes avant-coureurs comme l'accélération de la production d'armes conventionnelles par les Russes qui espèrent doubler cette production d'ici 5 ans. Autre signe, évidemment, la réforme militaire qui est en cours en Russie pour réorganiser ses troupes, mais également le stationnement de nouveaux missiles à l'ouest de la frontière et en Biélorussie, sans compter évidemment les mouvements de troupes. Pour l'heure, les services de secret américains ne voient aucun risque d'attentat à moyen terme. Il faudra encore attendre 5 à 8 ans avant que les forces armées de Poutine puissent retrouver la force militaire dont elles disposaient avant la guerre en Ukraine. Mais passé cette période, les services de renseignement occidentaux se montrent plutôt alarmistes. Il ne peut être plus exclu que Poutine attaque au moins certaines zones de l'OTAN à partir de 2026. Alors ces zones de l'OTAN qui pourraient potentiellement être ciblées par la Russie, ce sont bien évidemment les pays baltes, mais également la Finlande qui a rejoint très récemment l'organisation. C'est donc dans cette zone des pays baltes. C'est donc cette zone des pays baltes qui est la plus vulnérable et également la plus convoitée par les Russes qui commencent à y amasser du matériel, qui commencent également à former des soldats pour les y positionner en cas d'attaque russe. L'Allemagne préconise d'envoyer près de 300 000 soldats de l'organisation dans les pays baltes bien évidemment, mais également en Pologne. Merci beaucoup Nivine. Alors avant même d'aller voir au fond si c'est faisable, est-ce que vous pouvez m'expliquer Mathieu quel serait l'intérêt de la Russie à s'attaquer à un pays de l'OTAN? Tester la solidité de l'alliance. Est-ce que par exemple si la Russie, si Poutine décide par exemple d'agacer militairement, voire d'envahir l'un des États baltes ou les 3 en même temps, ça s'est fait historiquement, ils ont l'habitude. Il y a des minorités russes importantes, il a tout le prétexte qu'il faut, c'est de tester la solidité de l'article 5. Mais est-ce que des Français et des Espagnols iront mourir pour des Estoniens et des Lettons? Alors, à l'inverse, si la réponse est oui, il prend quand même un risque, Poutine. Oui, il y a un petit risque, parce que l'OTAN et l'Union européenne seraient concernés. Il y a l'article 5 de l'OTAN, il y a l'article 42.7 du traité de Lisbonne, qui est semblable, pas complètement équivalent, mais semblable à l'article 5. Il y a des pays dotés de l'arme nucléaire à la fois dans l'OTAN, dans l'Union européenne, maintenant c'est nous seuls. Donc il y aurait un risque évidemment de confrontation nucléaire dans cette hypothèse. Après, est-ce qu'on se limiterait à un conflit conventionnel? Et même en cas de conflit conventionnel, pour l'instant, il ne fait pas le poids. Pour l'instant, quand on regarde le déséquilibre des budgets de défense, même des États européens, je ne compte pas les États-Unis, même les États européens de l'Union européenne cumulés, c'est 2 fois le budget russe après augmentation de 2023.
et 2024 annoncés. Donc, uniquement sur les budgets. Après, il y a la capacité à durer, matériellement, moralement. Là, c'est une autre question. La Russie est un État autoritaire. C'est important, parce qu'on voit qu'en Ukraine, ça pèse. Donc oui, on a 2-3 ans pour recompléter nos stocks. Une fois nos stocks de missiles, d'obus, de pièces détachées, remis à niveau, moi je souhaite du plaisir à l'armée russe, qui a quand même un petit peu de mal en Ukraine. Je lui souhaite du plaisir par rapport à la Pologne, l'Allemagne, première ligne, deuxième ligne, nous on est en troisième. On a des matériels qui sont largement supérieurs à ceux des Russes dans beaucoup de domaines, pas dans tous, mais je souhaite bien du plaisir à une offensive russe sur l'OTAN. Alors, je vous pose la question purement militaire aussi dans une seconde, générale, mais Vincent, d'abord, est-ce que, compte tenu de ce que vient de dire Mathieu, objectivement, pourquoi cette info sort-elle maintenant et objectivement, qu'est-ce que vous en pensez ? Je souscris totalement à ce que vient de dire Mathieu. Alors d'abord, il faut que le BND allemand, donc les services de renseignement allemands, se rebaptise Madame Irma. En allemand, comment on peut prononcer ça ? Parce que moi, ça me fait bondir. Fraulein Irma. Ouais. Ah, Fraulein Irma. Ouais, mademoiselle. Frau Irma. Ouais. J'ai fait allemand deuxième langue. Vielen Dank, Bénédicte. Donc non, mais c'est invraisemblable. Ces histoires de prédictions à 2025, 2026, etc., sachant que les Russes ne sont pas capables de garantir l'intégrité de leurs propres frontières sur l'oblast de Belgorod, qu'ils avancent de 2, 3, 4 km² par jour, etc. Mais attendez, le président Douda, il reprend la chose. Donc, c'est quoi l'intérêt ? Non, mais je comprends que ça n'a pas d'intérêt. D'abord, il y a un narratif russe. Le narratif de la grande menace sur les pays de l'OTAN, auquel nous répondons effectivement pour encourager l'économie de guerre, pour nous préparer. Nous préparer, ça c'est une chose, je le comprends tout à fait. L'OTAN est dans son rôle, les Polonais sont en première ligne, donc je comprends tout à fait la position de Douda, qui est d'alerter, etc. Mais néanmoins, les Russes jouent avec ça. Effectivement, on parle de tester l'OTAN. Ils le font tous les jours. Là, il y a 3 jours, ils ont divisé, les Biélorusses ont déployé la 19e brigade motorisée aux frontières de la Lituanie, avec grand renfort de manière très spectaculaire. On parle de 46 wagons de transport. Donc il y a un train qui s'est déplacé pendant des jours au sus et au vu de tous, pour que tout le monde le voie, et pour voir comment on réagit. Voilà. C'est peut-être ça, en fait, Valérie, le truc de base, pardon, c'est simplement que les Allemands et les Polonais se mettent aussi au service de... préparons les opinions pour entrer effectivement dans une économie de guerre plus ou moins, qui dit plus ou moins son nom, voilà. Alors, en ce qui concerne la Pologne, je vais mettre le président polonais de côté, parce que lui, on voit bien à quel type de menace il fait face. En revanche, sur les Allemands, on voit bien qu'il y a un débat pour le moins virulent en Allemagne. Donc, peut-être que les services secrets travaillent aussi... Font de la politique. Font de la politique. Et puis, je voudrais vous rappeler cette phrase qui est pour moi indépassable du président Mitterrand en octobre 83, où il disait « Le pacifisme est à l'ouest, les euromissiles sont à l'est, et je pense qu'il s'agit là d'un rapport inégal. » Et je crois qu'en l'occurrence, il s'agit un peu de cela, quand on voit qu'effectivement, peut-être, les Russes bougent leurs missiles à leur frontière ouest, c'est-à-dire donc pour nous à l'est, et qu'on entend chez nous, mais pas seulement en France, dans d'autres pays européens, cette grande clameur sur une paix dont on ne voit pas exactement quelle en serait la substance, à part une capitulation ou une reddition des forces ukrainiennes. Moi, je me souviens toujours de cette phrase du président Mitterrand. On peut citer aussi la phrase du grand penseur Civis pacem parabellum. Oui. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, je pense qu'on est dans les grandes manœuvres. Dire qu'effectivement, on ne peut pas être certain qu'ils vont attaquer en 2026. Maintenant, dire que c'est totalement improbable, je crois qu'il ne faut pas le dire, parce que... quand même, on n'est pas dans la tête de Poutine, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire, et il est là a priori pour encore quelques années. Mais dire qu'il pourrait être en capacité militairement de le faire... Alors, dire être en capacité, on voit d'abord qu'il y a une grande différence entre ce que disent les Américains et ce que disent certains services européens. Bon. Moi, je pense que les services européens qui lancent l'alerte lancent aussi à leur tour un électrochoc, parce qu'il y a quand même, et on le voit, une difficulté chez les Européens à monter en puissance, à faire monter leur outil de défense en puissance. Aussi bien dans le domaine industriel que dans le domaine des capacités. Alors, agiter le spectre d'une menace très sérieuse à un horizon assez proche a aussi pour motivation de relancer un peu
les populations, les dirigeants, à dire n'oubliez pas ça, quoi. C'est parce qu'on a quand même tendance à effacer les problèmes à grande vitesse. Donc ils remettent une couche pour dire attention, c'est pas, il y a l'Ukraine, mais peut-être qu'en 2026 on va être saisis nous autant.